Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence dans le cadre de Ombré. Donc, je suis en présence de Rudy Bing aujourd'hui, qui est en Martinique et qui a travaillé sur ce sujet de l'amélioration de l'habitat en Martinique. Donc, sommaire comme d'habitude, une petite présentation de Ombré. Ensuite, Rudy vous parlera de Kebati. Je reprendrai la main juste pour rappeler un petit peu le mode de fonctionnement du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui explique un petit peu pourquoi on a choisi ces enseignements. C'est pas exhaustif, hein, il y a tout un travail qui est fait auparavant. Ensuite, Rudy vous détaillera les 12 enseignements qu'on a retenus et qu'on a souhaité vous partager aujourd'hui et qui feront l'objet de la publication du rapport thématique 12 enseignements. Une fois qu'on aura fait toutes les relectures, vous verrez qu'il nous reste encore quelques petits calages, quelques petits échanges à voir sur certains enseignements. Et puis, on prendra aussi le temps des questions-réponses en fin de présentation qui nous permettront d'alimenter un petit peu les échanges et potentiellement le rapport thématique. Donc, pour Ombré, donc, juste un petit rappel que c'est un programme pour développer des solutions ultramarines pour des bâtiments résilients et économes en énergie. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un travail collaboratif qui est fait avec les partenaires sur les territoires. C'est un travail de territoire. Dans le cadre du REX, là, ici, on a travaillé avec le CUE Guadeloupe, qui est bâti donc, Aqua en Guyane, le CUE Mayotte et puis Énergie Réunion, et en partenaire transverse, la FEDOM. Ce programme Ombré, c'est la deuxième édition de ce programme. Là, on est sur la période 2023-2025. Il y avait une première période qui avait fait l'objet de tout un travail et de tout un tas de livrables que là, vous voyez à l'écran un petit peu très rapidement. Donc, il y a la partie, ce qu'on appelle lauréat Ombré, c'est-à-dire qu'on a un appel à projet qui est lancé à chaque programme pour que sur les territoires, les acteurs puissent proposer leur candidature pour des projets résilients et puis pour des bâtiments résilients. Dans le cadre de Ombréa, on avait construit un centre de ressources qui s'appelle Pergola, qui est aussi une plateforme collaborative où tous les acteurs peuvent amener leurs ressources. Donc, il y a une cooptation sur ce système. Donc, ça, c'est le QR code. Donc, s'il y a un lien pour retrouver toutes les ressources de tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce lien-là pour retrouver toutes les ressources sur Pergola. C'est par là qu'il faut aller. Les dernières ressources en date qui ont été créées aussi dans le cadre d'Ombré, c'est des calepins d'autocontrôle qui vous permettent, sur certains sujets, d'avoir le listing détaillé depuis la phase conception jusqu'à la réception, toutes les étapes à valider, qui vous donnent des informations vraiment essentielles. Et puis les PV de réception aussi, qui vous facilitent les réceptions, un document tout à fait qui est factuel. Dans le cadre d'Ombré, donc il y a ce qu'on vous présente aujourd'hui, qui est le Rex Bâtiment Performant, où l'objectif c'est d'aller sur le terrain pour voir un petit peu ce qui se passe et essayer de tirer des bonnes pratiques, des enseignements des problématiques vues sur le terrain. Et enfin, un gros travail qui a été mené dans le cadre d'Ombré, ce sont les assises de la construction durable, où l'objectif était de travailler sur l'adaptation des normes au contexte ultramarin. Donner les clés aux ultramarins pour adapter leurs normes par rapport à leurs besoins. Voilà un petit peu tout ce qui a été fait dans le cadre d'Ombré, et donc ça continue jusqu'à la fin de cette année. En termes de ressources, vous avez aussi une chaîne YouTube spécifique Ombré, vous retrouvez les replays là, de ces webconférences, et puis tout un tas d'autres ressources vidéo. Donc voilà, pareil, le QR code, il renvoie directement à cette ressource. Je laisse la parole du coup à Rudy sur la partie Kebati. Bien, bonjour à tous. Donc, Kevati, en fait, c'est une association regroupant des professionnels, mais aussi des particuliers, regroupés autour de la question de la qualité de l'environnemental du bâti en Martinique. Elle a été créée en 2018 et ses leitmotifs, en fait, c'est développer, partager la connaissance, mettre en réseau, innover aussi, rechercher et interroger, soutenir des initiatives locales. Nous sommes le 22e centre de ressources sur le bâtiment durable. Donc, nous faisons partie du réseau bâtiment durable national. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous menons des actions telles que des actions plaidoyer. Ce sont en fait des actions qui militent en faveur d'une question autour de l'habitat, mais aussi de l'aménagement en Martinique. Et aussi, nous avons régulièrement des after-work qui ont thématique, par exemple sur le bioclimatisme, la RT Adom,
et des réunions au sein de nos adhérents, mais aussi au sein de professionnels qui présentent euh, leurs problématiques auxquelles ils font face sur le territoire. Mais aussi, nous recevons aussi des particuliers et des professionnels de passage. Nous développons tout un tas de ressources, comme l'a dit Samuel, avec l'AQC, les brochures, notamment la protection solaire des façades en climat tropical et rafraîchissement en ventilation naturelle, qui sont déclinés également sous forme de vidéos YouTube. Ok, merci Rudy. Donc, comme je le disais tout à l'heure en sommaire, juste un petit rappel pour, voilà, pour bien comprendre comment on a travaillé. Ce qu'est le dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc, c'est un dispositif qu'on a mis à disposition des territoires ultramarins depuis le début de Ombré. C'est un dispositif qui existait au préalable dans l'Hexagone depuis la RT 2012, où c'était un observatoire des risques émergents. C'est un dispositif qui fonctionne en 4 étapes. La première, c'est d'aller sur le terrain, de voir un petit peu ce qui se passe, de rencontrer les acteurs, de visiter les projets. Donc il y a des interviews, des observations, potentiellement de la mesure. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu, mais il peut y avoir sur certaines campagnes des mesures si on a des besoins spécifiques. Ensuite, on a une deuxième étape qui est l'étape de capitalisation, c'est-à-dire qu'on met à disposition une base de données pour centraliser toute l'information, donc toutes les bonnes pratiques, les non-qualités qui peuvent être observées, les sinistres, etc., pour consolider l'information. Ensuite, on a une troisième partie qu'on appelle la partie analyse, où on va faire une synthèse sur la thématique qu'on a retenue. On va faire des requêtes dans cette base de données. On va être accompagné par des contributeurs, contributrices expertes, donc notamment Lauriane Safache et puis Lauraline Laval ici pour ce travail-là. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. On aura un temps d'échange à la fin, donc si vous avez des questions à poser, elles pourront intervenir aussi à ce moment-là. Donc elles ont accompagné Rudy en fait sur toute cette partie analyse. Ça a vraiment été un travail commun pour chacun amène son expertise sur les différents sujets, dans le choix des enseignements et puis dans les bonnes pratiques qu'on va énoncer. Donc ça, c'est vraiment la partie analyse. Et puis enfin, il y a la partie mise à disposition des résultats. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au travers des différents livrables que je vous ai montré tout à l'heure dans la partie ombrée. Donc voilà, juste pour dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'exhaustif. L'objectif, c'était pas de faire un guide complet sur l'amélioration de l'habitat, c'était par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, de donner quelques éléments essentiels qui soient facilement diffusables et qui permettent voilà, d'avancer un petit peu sur le sujet de la résilience et de l'amélioration de l'habitat. Voilà, sur le principe. Hop, ensuite, donc on va là vous présenter donc ça c'est le rapport thématique que vous verrez d'ici quelques semaines quand on aura finalisé tous les enseignements. Et puis les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, les 12 enseignements qu'on va aborder aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser la parole à Rudy pour pas perdre de temps sur la première. Ah, pardon, non, il y a la partie introductive, j'allais oublier. Donc, Rudy, je te laisse reprendre la main sur la partie introductive sur le sujet de l'habitat en Martinique. Ok. Donc en fait, voilà, l'habitat en Martinique est basé essentiellement sur l'habitat vernaculaire. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une architecture qui réfléchit en fonction de son territoire et de sa population. C'est une architecture qui se veut respectueuse de l'environnement et sur laquelle se retrouve, elle est travaillée en adéquation avec l'environnement culturel, social, naturel et patrimonial. Le climat tropical local est pleinement intégré à la conception architecturale et cela permet une réduction évidente de la consommation énergétique du bâti. Donc on voit aussi que là, euh, nos constructions se sont reposées sur les matériaux locaux, que sont par exemple le mahogany, les pierres aussi, la chaux. Et donc on voit un petit peu qu'aussi des savoir-faire qui ont été traditionnels, qui ont tendance à se perdre, comme la ferronnerie d'art. C'est la suivante, s'il vous plaît. Donc en fait, en Guadeloupe comme en Martinique, ces techniques reposent sur l'utilisation de matériaux locaux, comme j'avais dit, la protection solaire adaptée, une ventilation traversante, la récupération des eaux de pluie et la proximité du jardin créole qui est ancré dans notre culture, en fait. C'est la suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, nous avons ce petit schéma qui reprend un petit peu la notion de confort en milieu tropical, qui se base, par exemple,
sur la protection solaire adaptée, avec des casquettes notamment, des jalousies. La toiture aussi, une colorimétrie de la toiture qui a son impact. La protection des combles, des solutions passives telles que la végétation, mais aussi une architecture qui se veut traversante pour laisser passer l'air, et des équipements adaptés, on le verra plus tard, avec une climatisation bien réglée, un brasseur d'air, et les usages à travers de bonnes pratiques, on le verra plus tard. Et l'isolation des combles, je reviens dessus. Donc en fait, sur l'architecture, en fait, bien habitée en Martinique, repose sur une notion de confort. Si elle peut être subjective, il n'en demeure pas moins qu'on peut se retrouver sur des notions scientifiques aux alentours de 24 à 31 degrés. Le confort est déterminé sur ces critères de température-là. Mais cela repose également sur la volonté de se protéger du rayonnement solaire qui contribue à l'inconfort, la recherche de l'ombre, l'utilisation de protection solaire et de la végétation. Les objectifs, quels sont-ils? C'est recenser via des retours d'expérience des bâtiments exemplaires ultramarins, des bonnes pratiques, mais aussi des points de vigilance présentés sous forme d'enseignement. Ça peut être interprété sur la conception, la rénovation, la réhabilitation de bâtiments en harmonie avec les besoins de nos territoires et les réalités environnementales de demain. Donc, l'architecture aux Antilles, c'est une architecture qui se veut résiliente face aux aléas climatiques et aux risques sismiques. Donc, on le voit ici, glissement de terrain au Marigot en 2023. C'est aussi le cyclone Beryl qui a eu lieu le 1er juillet 2024, qui a eu ses effets dans l'arc antillais. On voit ici à Sainte-Lucie le phénomène de submersion marine qui a créé des dégâts en zone littorale. Le cyclone Dean, qui a des effets visibles, malgré le fait qu'il y ait eu en 2007, a toujours eu des effets visibles avec cette maison qui n'a pas pu se recouvrir. Et on revient sur Beryl avec l'arrachement. On verra plus tard si on ne respecte pas les règles de l'art concernant la pose de toiture, peut conduire à des catastrophes comme l'arrachement de toiture. Le risque sismique en 2007 avec un très fort séisme de magnitude 7,4 de mémoire. Et enfin, on voit aussi le respect de règles de l'art, pas des solutions de débrouillardise, mais des solutions véritablement respectant des codes et des bonnes pratiques. Ok, donc merci pour cette introduction, Rudy. Ça me permet de rappeler que la dernière webconférence qu'on ait fait en Outre-mer, c'était celle avec le Salut de la Guadeloupe. On avait parlé de l'architecture vernaculaire, justement, sur voilà, quels outils de l'architecture vernaculaire on pouvait réutiliser dans on va dire, l'habitat un peu plus contemporain ou dans des techniques contemporaines. Quels bénéfices on peut avoir ou à quoi il faut faire attention, justement, quand on passe sur du, entre guillemets, contemporain pour ne pas abîmer des modes de fonctionnement vernaculaires qui fonctionnaient très bien à l'époque. Voilà, comment on peut mêler tout ça. Donc, je vous invite à retrouver cette webconférence qui est en replay et le rapport thématique qui va arriver très prochainement aussi. Donc, on va démarrer tout de suite donc, avec le premier enseignement. Donc, tu en as parlé, hein, des différentes choses qui existent et à prendre en compte. Donc, il y a les équipements. Et là, c'est le sujet des unités extérieures de climatisation et de leur emplacement. Merci Samuel. Donc, on fait un constat de nos qualités. Les unités extérieures des climatisateurs sont installées sur des balcons et exposées directement au rayonnement solaire. Donc, on le voit ici, lors de la rénovation de ce logement, une climatisation est mise en œuvre a posteriori. Donc, elle n'a pas été prévue initialement. Et elle se retrouve en plein soleil et ne permet plus l'usage du balcon. Les origines, quelles sont-elles? Faute d'espace prévu lors de la conception, les unités extérieures de climatisation sont positionnées sur les places disponibles.
Et par facilité ou rapidité ou encore absence de concertation, les unités extérieures ont été placées à proximité immédiate de l'unité intérieure. Les impacts, c'est l'exposition au rayonnement direct qui nuit à l'efficacité du climatiseur, l'emplacement choisi pour les compresseurs qui réduit l'espace disponible sur le balcon et limite l'ouverture de la porte. C'est aussi l'espace contraint qui rend beaucoup moins aisée la maintenance des équipements. Et enfin, les apports thermiques des compresseurs sur le balcon qui participent au réchauffement de l'air aux abords des ouvertures et limitent, voire dégradent, les effets de rafraîchissement en ventilation naturelle. Les bonnes pratiques, c'est 1. Questionner les possibilités de rafraîchissement dont dispose le lieu dès la programmation. Deuxièmement, identifier le ou les modes de rafraîchissement choisis et leur localisation dans l'ouvrage. Troisièmement, étudier les emplacements disponibles pour les unités extérieures lors de la programmation si le choix d'une climatisation est fait. Et quatrièmement, recourir à des protections solaires lorsque seul l'emplacement disponible est soumis à l'apport direct du soleil. Un exemple de bonne pratique, ici on voit les unités extérieures qui ont été protégées par des casquettes et à l'arrière du bâtiment, sous un débord de toiture. Elle n'est ni soumise donc au rayonnement direct du soleil, ni aux intempéries. Par ailleurs, l'accès pour l'entretien de la maintenance est aisé. Un autre exemple de bonne pratique, ce sont des unités extérieures qui, par contrainte, ont été placées en façade de bâtiment et sont protégées par des ombrières et de l'apport direct du soleil par un dispositif adapté et l'accès à la ventilation et des unités extérieures qui est conservé. Avant de repasser sur le deuxième enseignement, le sujet des unités extérieures, on va y revenir encore sur un autre aspect un peu plus tard dans la présentation. Mais on en avait parlé aussi sur le côté vernaculaire, dans le sens esthétique. En Guadeloupe, hein, on avait voilà, des façades qui étaient protégées des bâtiments du patrimoine qui se retrouvaient avec des unités extérieures, donc avec les mêmes problématiques. Mais pour le coup, on était allé plus sur le volet esthétique. Là, on est aussi sur le volet pratico-pratique. Et puis cette baisse de performance due à la chaleur. Et ça, on va y revenir sur cette création de mini-îlots de chaleur pour la ventilation naturelle dont tu as parlé. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on va retourner sur de l'enveloppe et on va aller sur le sujet de la mise en œuvre et de l'entretien des tire-fonds pour la fixation des toitures tôles en couverture. Merci Samuel. Donc ici, on a un constat de non-qualité. Les tire-fonds sont desserrés, rouillés et les rondelles d'appui et d'étanchéité ne sont plus en contact avec la tôle. Donc sur cette toiture, certains tire-fonds mettent en péril la rigidité et l'étanchéité de la couverture, notamment en cas de risque cyclonique. On le voit pour le cyclone Beryl, des toitures ont été arrachées. Donc ce sont des points de vigilance à surveiller étroitement. Slide suivante, s'il vous plaît. Les origines, quelles sont-elles? La chaleur et les variations de température entraînent une dilatation des matériaux ayant pour conséquence un jeu dans le serrage des tire-fonds. C'est aussi qu'aucune disposition n'a été prise pour limiter la corrosion de la rouille et la rouille. Donc c'est par le choix des matériaux, le traitement en époxy. Et enfin, un défaut de réalisation, respecter les règles de l'art est important dans la mesure où les tire-fonds auraient dû être alignés lors de la pose. Les impacts, c'est premièrement l'étanchéité de la toiture qui est compromise. Cela constitue des éléments d'infiltration qui peuvent fragiliser la charpente et l'isolation. C'est aussi la résistance de la couverture à l'arrachement qui n'est plus assurée. Et certains tire-fonds non alignés peuvent être vissés à côté de la panne métallique ou en bois. Les solutions correctives, c'est resserrer périodiquement les tire-fonds sans écraser les plaquettes et les rondelles métalliques. C'est aussi contrôler l'état du support de fixation des tire-fonds, desserrés ou rouillés. Contrôler et remplacer les tire-fonds rouillés ou dégradés par des tire-fonds adaptés. Et enfin, suivre les recommandations
professionnels qui préconisent un contrôle 2 fois par an. Les bonnes pratiques, c'est respecter les règles de l'art dans la conception et la réalisation de la fixation de la couverture en tôle par des tiers-fonds en fonction du support. C'est le choix des matériaux, le nombre de tiers-fonds par mètre linéaire et l'alignement. Et enfin, vérifier lors d'une rénovation la bonne mise en œuvre des tiers-fonds. Alors, tout ceci est visible, on a pris en référence les recommandations professionnelles issues du cahier Pacte sur les couvertures en acier, en tôle en acier. Un exemple d'homme pratique, donc on le voit ici, en fait, des tiers-fonds qui sont parfaitement alignés et qui garantissent ainsi l'étanchéité et la rigidité de la toiture. Autre exemple alors, autre cas, vas-y. Pardon, oui. Oui, on passe sur l'enseignement suivant. Autre sujet, un sujet qu'on avait abordé aussi d'une autre manière, je crois que c'était en Guadeloupe à l'époque aussi, le fait de maintenir une bonne évacuation des eaux pluviales en patio-terrasse, donc tout ce qui est en intérieur, entre guillemets. Ok, donc on a un constat de non-qualité, l'eau de pluie qui s'accumule dans les patios, les terrasses et les coursives. Donc ça génère en fait des eaux stagnantes dues à un défaut de pente. C'est aussi, dans certains cas, une piscette d'eau pluviale de terrasse qui ne se retrouve pas au niveau du sol et où est obturée. Les origines, quelles sont-elles? C'est un défaut de positionnement des exutoires et un défaut de réalisation des pentes et des niveaux de mise en œuvre des piscettes. Les impacts, c'est de l'eau stagnante en pied de mur qui favorise les remontées capillaires et les dégradations de murs. C'est aussi l'infiltration d'eau dans les logements par le seuil des portes. Et enfin, des facteurs aggravants d'infiltration à l'intérieur des bâtiments, comme la dégradation du second œuvre, des moisissures. Les solutions correctives, c'est revoir les pentes vers les exutoires, ajouter ou créer des piscettes au niveau du sol fini, et les bonnes pratiques, dimensionner correctement l'évacuation d'eau de pluie pour qu'il y ait un débit de 4,5 litres par minute par mètre carré, suivant les recommandations des documentations techniques d'usage. Et enfin, entretenir les évacuations qui peuvent se retrouver obturées soit par des feuilles ou de la terre. Ok, merci pour cet enseignement. Donc sur le sujet, hein, il y a plein de petits sujets sur l'évacuation d'eau, que ce soit, on y reviendra sur un autre cas qui n'est pas tout à fait le même que celui-ci. On a souhaité faire deux enseignements bien distincts parce que les origines et puis les bonnes pratiques à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Même si, voilà, en termes d'impact, il y a des impacts qui sont sensiblement les mêmes. En termes de gestion de ces impacts, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on différencie bien les éléments. Il y a d'autres rapports thématiques sur le sujet qui font part aussi de ces problématiques d'humidité, d'eau, de pluie, etc. Je pense notamment à un rapport un peu plus ancien qui s'intitulait Humidité à La Réunion, qui avait deux enseignements sur le sujet justement de la gestion des eaux pluviales, que ce soit à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle même un peu plus large du quartier ou du voisin au-dessus, etc. Donc voilà, il y a tout un microcosmos à réétudier sur ce sujet-là. L'enseignement suivant qu'on a choisi de reprendre par récurrence ou par l'importance des impacts que ça peut avoir, c'est celui d'assurer l'étanchéité à l'eau des points singuliers de la toiture. Merci Samuel. Alors, ici, le traitement des points singuliers. Donc, on voit ici un bâtiment en zone mitoyenne, donc des bâtiments qui sont collés les uns aux autres, par exemple en centre-bourg, et aussi les chiens assis qui permettent l'évacuation de l'air dans les combles. Et donc, ce sont des points de fragilité. Et ne pas respecter les règles de l'art, c'est mettre en péril l'étanchéité de la toiture. Ici, on a des feuilles de bitumineuses qui ont été apposées les unes par rapport aux autres, à la suite de l'autre, mais c'est insuffisant. Les feuilles d'étanchéité ne sont pas recouvertes d'une plaque de rive ou d'un contre-solin pour la protection mécanique de l'étanchéité.
Autre cas de non-qualité, les bandes d'étanchéité sont bien mises en œuvre, mais ne sont pas recouvertes d'une plaque de rive ou de contre-solin. Cela assure la protection, ça n'assure pas ainsi la protection mécanique de l'étanchéité. Les origines, quelles sont-elles? C'est la méconnaissance, encore une fois, des règles de l'art pour la réalisation et ou la réparation de l'étanchéité de l'eau. Et les impacts, c'est l'infiltration d'eau entraînant la dégradation des éléments de charpente et du son compteur à l'intérieur du bâtiment. Les solutions correctives, c'est compléter l'étanchéité réalisée en feuilles bitumineuses par une bande de rive et un contre-solin pour les rives contre mur. Les bonnes pratiques, identifier les points singuliers à traiter pour assurer une étanchéité dans les règles de l'art. Prévoir les matériaux adaptés à chaque situation et assurer leur bonne mise en œuvre. Et enfin, suivre les recommandations professionnelles de couverture en plaques ondulées. Donc un exemple de bonne pratique, on le voit ici, un schéma de principe de la mise en œuvre du traitement de l'étanchéité du fêtage contre mur. Donc on voit ici la feuille bitumineuse peut être renforcée par la pose d'un solin et d'un contre-solin de manière mécanique. Donc ça rajoute en fait, ça consolide l'étanchéité de la toiture dans les zones sensibles, Ok, merci. Donc, en oui, suivant c'est bien le toujours les schéma qui règles de a l'art. été repris des recommandations professionnelles. Il y en a tout un tas de schémas dans ces recommandations professionnelles qui sont adaptés aux différentes configurations. Comme l'a dit Rudy, il faut vraiment prendre en considération la configuration qui correspond à notre problème. On peut passer sur l'enseignement d'après qui est celui de positionner. Donc, on revient sur la partie équipement. Ça permet de varier un petit peu l'enveloppe équipement. On revient sur ces unités extérieures de climatisation, sur une autre problématique. Donc, on a choisi de relever parce qu'elle est assez récurrente. La récurrence fait partie des critères de choix dans les enseignements qu'on a retenus. Et donc là, le fait de ne pas créer des mini lots de chaleur, c'est le sujet de cet enseignement. Merci. Alors, le constat des non de qualité, c'est que les unités de extérieures de climatisation sont positionnées à proximité immédiate des ouvertures utilisées pour la ventilation naturelle. Donc, cela occasionne en fait un apport en chaleur alors qu'on avait prévu un apport, une ventilation naturelle. On le voit ici, un constat de non-qualité à travers une caméra thermique qui illustre le fait que l'air chaud de l'unité extérieure est rejeté à proximité immédiate des ouvertures. Donc on a un effet totalement inverse de l'effet de rafraîchissement recherché. C'est aussi des unités extérieures mal positionnées ou en tout cas positionnées à proximité immédiate les unes par rapport aux autres. Donc ce qui crée un effet d'îlot de chaleur, l'une rejette de la chaleur par rapport à l'autre et l'effet de rafraîchissement n'est pas garanti. Les origines, c'est une mauvaise anticipation dans la conception, une faute d'espace prévu à la conception, des unités extérieures qui sont positionnées sur les places disponibles, et enfin, par facilité, rapidité ou absence de concertation, des unités extérieures qui ont été placées à proximité immédiate de l'unité intérieure. Les principaux impacts, c'est l'air chaud issu des unités extérieures qui est transféré à l'intérieur du bâtiment, un rafraîchissement par la ventilation naturelle qui est inefficace, l'inconfort thermique qui est renforcé, ainsi que la consommation énergétique, et enfin la surconsommation des compresseurs qui réduit également leur durée de vie. Les bonnes pratiques consistent à anticiper dès la conception une localisation optimale des unités extérieures de climatisation afin d'assurer une évacuation efficace de l'air chaud. Ici, on voit un exemple de bonne pratique, des unités extérieures qui sont placées sur un patio ou un couleur extérieur et sans vis-à-vis entre les compresseurs. On le voit également, elles sont en accès direct pour la maintenance. Ok, merci. On continue sur la climatisation
Mais là, un autre sujet, on en avait parlé dans l'autre webconférence où on avait dit qu'on aborderait ce sujet, donc là c'est le cas, on l'aborde, de la concomitance d'utilisation des brasseurs d'air avec la climatisation. Le brasseur d'air n'est pas là que pour la ventilation naturelle, il peut être aussi utilisé avec la climatisation. Et donc ça c'est vraiment un sujet sur lequel on souhaite vraiment insister, parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être encore pas assez fait. Merci Samuel. Alors oui, c'est un fait. Les brasseurs d'air peuvent être couplés en utilisation des climatisations. Et ici, on le voit, le rafraîchissement se fait exclusivement par le recours à la climatisation. Donc la vitesse de l'air issue de la climatisation ne bénéficie pas à l'ensemble de la pièce. Aucun brasseur d'air n'est présent. Les origines, c'est la méconnaissance des bénéfices du couplage des brasseurs d'air et de la climatisation. C'est aussi une méconnaissance de l'impact de la vitesse de l'air sur la température ressentie. Et enfin, une absence de brasseur d'air ou absence de mise en route du brasseur d'air. Les impacts, c'est une consommation énergétique liée à l'usage exclusif de la climatisation comme vecteur de confort thermique. C'est aussi un inconfort thermique dû à la répartition non homogène de la température dans la pièce. Il faut savoir aussi qu'un brasseur d'air consomme 10 à 40 fois moins d'énergie qu'un climatiseur. On le voit avec les solutions correctives consistent à étudier la possibilité d'installer un brasseur d'air et si un brasseur d'air est déjà présent, sensibiliser les usagers à son utilisation lors du recours à la climatisation. Les bonnes pratiques, c'est installer un brasseur d'air en complément de la climatisation chaque fois que cela est possible et pertinent, relever la consigne de la température de la climatisation. On le voit en fait, la vitesse de l'air généré par le brasseur d'air permet de faire baisser le ressenti de 2 à 4 degrés Celsius avec une vitesse d'air de 1 mètre par seconde. Et c'est un fait, rafraîchir naturellement, ça demande moins d'énergie que rafraîchir à l'aide de la climatisation. Ça permet de générer des économies d'énergie, comme je l'avais précédemment mentionné. C'est étudier la faisabilité d'un démarrage automatique du brasseur d'air lors de la mise en route de la climatisation et se rappeler que s'assurer que les espaces climatisés disposent d'un système de renouvellement d'air. Donc, on voit ici, avec un exemple de bonne pratique, des brasseurs d'air qui sont présents, une unité intérieure, on le voit au fond de la salle, mais aussi des jalousies qui permettent une ventilation naturelle. Donc, aussi en fonction du moment de la journée, mais aussi de la saisonnalité, on peut cumuler les effets de rafraîchissement ou passer de la ventilation naturelle à l'effet combiné ventilation par brasseur d'air et climatisation. Un autre exemple de bonne pratique, dans cet espace climatisé, le brasseur d'air est mis en route et permet de relever la consigne de température de la climatisation, qui, je le rappelle, vous permet sur un an de faire des économies d'énergie. 10 à 20% d'énergie annuelle. Ok, merci Rudy pour cet enseignement. J'en profite juste pour rappeler, hein, quand on dit dans les différentes slides, parfois on dit dans les bonnes pratiques de suivre les règles de l'art. Ce qu'on entend par là et ce qu'on essaye de mettre à chaque fois, c'est qu'on met la référence. Donc les règles de l'art, ça peut être soit un DTU s'il existe. On sait que certains DTU existent, mais qui ne sont pas applicables en Outre-mer. Ils sont applicables uniquement enfin, ils sont en tout cas, ils ont un domaine d'emploi hexagonal. C'est en ça qu'on a travaillé, hein, sur les assises aussi, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme travail, identifier là où il y avait des manques. Donc quand on a les règles de l'art, on les met. Vous verrez dans le rapport, version papier ou version numérique, on a pour chaque enseignement essayé de lister les références. Là, on a essayé de les remettre sur quelques slides. On ne l'a pas fait systématiquement, mais dans le rapport thématique, c'est le but. Donc ça peut être voilà, des DTU, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi des recommandations professionnelles. On l'a vu tout à l'heure sur les couvertures tôle. Ça peut être d'autres recommandations professionnelles aussi qui existent par ailleurs. Voilà, donc quand on entend règle de l'art, c'est voilà, potentiellement il existe quelque chose, soit ça peut aller du DTU qui est reconnu, voilà, ou des recommandations professionnelles ou des avis techniques, on est sur des matériaux.
Si ce sujet-là, des règles de l'art, vous voulez avoir des précisions, il y a une web masterclass qui existe pardon, sur la chaîne YouTube Ombré qu'on avait faite au démarrage des assises de la construction durable qui traite que de ce sujet-là. Vous avez tout ce qui concerne les règles de l'art et notamment qu'est-ce qui est reconnu par les assureurs, etc. Donc voilà, c'était juste un petit complément que je voulais faire parce que j'ai vu passer une question sur la conversation. Du coup, on passe sur l'enseignement suivant, on retourne à l'extérieur sur le sujet de la récupération et du stockage de l'eau de pluie qui doit se faire dans de bonnes conditions et ce qu'on a vu nous sur le terrain. Merci Samuel. Donc, culturellement, on récupère les eaux de pluie, puisqu'au départ, en fait, il y en avait des logements sans eau courante, mais aussi on a aussi des périodes de sécheresse et aussi l'utilisation de l'eau de pluie pour l'arrosage ou le nettoyage du jardin ou des parties de véranda, etc. Donc, en fait, on voit ici un constat de non-qualité, un réservoir d'eau qui se situe en toiture, à l'air libre, sans protection. Donc, il est exposé aux intempéries, aux vapeurs en direct en feuilles mortes qui peuvent obstruer le circuit d'alimentation et également le fait d'avoir un réservoir d'eau externe sans protection peut générer des contaminations par des virus, on verra plus tard, mais aussi la prolifération de larves de moustiques. Donc les origines, c'est la méconnaissance des bonnes pratiques de récupération et de stockage de l'eau de pluie, un défaut de conception ou d'utilisation des équipements non adaptés, et on a également là, ici les références, l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage intérieur des bâtiments. C'est aussi les préconisations en termes de récupération de l'eau de pluie de l'ODO Martinique, Office départemental de l'eau. Donc les principaux impacts, c'est la prolifération d'algues et de moustiques, l'encrassement du réservoir d'eau et du réseau de puisage, et enfin un risque de sanitaire qui est pas négligeable, c'est-à-dire que la leptospirose, c'est un virus qui est transmissible par l'urine des rats et qui est très féroce. Donc, je vous invite à être beaucoup de prudence, à suivre ces recommandations. Et enfin, un risque structurel en cas de rupture dû à un séisme. Les solutions correctives, c'est mettre en place une citerne de récupération et de stockage de l'eau de pluie sur le sol ou enterrée. Les bonnes pratiques consistent premièrement à prévoir une filtration et un traitement de l'eau de pluie en fonction de son usage final. Deuxièmement, envisager une filtration de l'eau avant le stockage. Troisièmement, penser à installer un trop-plein et assurer la protection de cette évacuation contre l'entrée des insectes et petits animaux. Quatrièmement, vérifier l'étanchéité et le bon état général de la cuve de stockage tous les 6 mois. Et cinquièmement, assurer une vidange, un entretien et une désinfection tous les années. Exemple de bonne pratique, un réservoir en polyéthylène situé sur le sol dans de bonnes conditions. Merci pour cet enseignement. Là, un enseignement donc, qui demandera, nous, alors, ça c'est un premier schéma à main levée, mais qu'on reprendra dans le rapport thématique de manière plus détaillée. Où c'est quelque chose qu'on a encore vu sur le terrain, des points qui paraissent peut-être pour certains d'entre vous évidents, mais que voilà, on recroise encore sur le terrain et on va expliquer pourquoi, avec les origines, pourquoi on retrouve potentiellement encore ces problématiques-là. C'est l'installation des thermosiphons et l'orientation choisie. Merci Samuel. Donc ici, sur ce schéma, on voit que le thermosiphon n'est pas orienté correctement selon la position du soleil et la saisonnalité. Normalement, un thermosiphon, on sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, il faut une position adaptée du thermosiphon pour une efficacité du dispositif, ce qui n'est pas le cas ici.
Les origines, c'est une mauvaise conception et une non prise en compte de l'orientation est-ouest du Soleil. Un défaut esthétique, ici, en fait, on a rencontré des cas de figure où les usagers ne souhaitaient pas voir les thermosiphons depuis leur terrasse. Les principaux impacts, c'est un faible rendement de l'installation qui ne bénéficie pas d'une exposition optimale. C'est aussi une surconsommation de l'appoint électrique pour couvrir les besoins en eau chaude solaire. Les solutions correctives, elles consistent à sensibiliser et expliquer aux usagers le choix de l'implantation du thermosiphon pour un rendement optimal. C'est aussi déplacer les capteurs lorsque cela est possible et les orienter correctement par rapport au soleil. Et c'est enfin limiter la présence de masques environnement comme la végétation. Les bonnes pratiques, elles consistent à, pour optimiser une installation, respecter 3 paramètres: l'orientation des capteurs, leur inclinaison et les risques d'ombrage. La végétation environnante peut couvrir le dispositif et donc le rendre moins efficace. Un exemple de bonne pratique: un thermosiphon installé sur une surface inclinée, dégagé de toute végétation, selon une orientation est-ouest qui permet de maximiser l'efficacité et les rendements du dispositif. Donc, il conviendra éventuellement, si vous avez de la végétation, de prendre soin de la végétation, de tailler les arbres environnants. Voilà, donc juste pour terminer sur cet enseignement, il faut savoir aussi, je l'ai dit au préalable, on a une mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant où on centralise aussi les infos sur tous ces sujets-là. Et on a d'autres exemples, d'autres problématiques sur les thermosiphons. Là, on a choisi de parler de celui-ci qui est un basique, on va dire. Mais comme on l'a retrouvé sur le terrain, on a pensé que c'était important de revenir sur ce sujet. Mais tout ce qui est sujet lié à l'entretien, aussi parce que ce qu'a dit Rudy, en fait, positionnement de thermosiphon dans des endroits qui sont facilement encrassables, etc. On a des cas de figure, des illustrations, si vous avez besoin, vous, de sensibiliser dans votre entourage, dans vos collègues, etc. Il y a des illustrations photos qui existent sur la mallette pédagogique. Vous tapez mallette pédagogique, RexBP, et vous retrouvez des photos commentées sur différents sujets sur ces thermosiphons, sur leur orientation, l'entretien, etc. On passe sur l'enseignement suivant, qui est celui de le fait de maintenir une ventilation naturelle en cas de réhabilitation. Merci Samuel. Alors, dans l'habitat vernaculaire, on a la ventilation naturelle. Simplement, dans des cas de réhabilitation ou changement de destination, on a des constats de non-qualité. On place des cloisons lors de l'opération de rénovation, ce qui empêche la circulation naturelle traversante de l'air dans la pièce. Les impacts, c'est une privation d'une possibilité de rafraîchissement en ventilation naturelle, le renforcement de la dépendance de l'ouvrage à la climatisation et en matière de consommation électrique. Et c'est enfin l'augmentation de la consommation énergétique due au recours exclusif à la climatisation. Les solutions correctives consistent à insérer des impostes et des menuiseries adaptées pour favoriser la circulation naturelle de l'air et diminuer le recours à la climatisation. Les bonnes pratiques consistent à prendre en compte la circulation de l'air naturel dans les opérations de rénovation ou de réaménagement, veiller à conserver des ouvertures permettant une ventilation naturelle satisfaisante et prévoir une porosité suffisante lorsque les cloisons entravent le passage de l'air. On a ici un exemple de bonne pratique qui consiste à l'ajout d'un poste permettant à minima de retrouver une circulation de l'air sans pour autant faire nécessairement usage de la climatisation. Alors, ici, le dimensionnement de ces impostes semble cependant insuffisant pour une ventilation optimale naturelle. Donc, on voit ici, donc l'habitat vernaculaire, c'est l'inclusion d'un poste et de jalousies
qu'on retrouve dans les maisons traditionnelles créoles et qui sont délimitées par des étraves et des menuiseries quand on veut séparer une pièce d'une autre et favorise toujours le côté traversant de la construction. Ok, merci Rudy. Du coup, là, cet enseignement, ça me permet de redonner une clé de lecture aussi dans le cadre du dispositif REXPP. Vous avez vu qu'on travaille toujours on part de la non-qualité, on cherche à comprendre donc l'origine de cette non-qualité, les impacts que ça a. Ensuite, on a deux parties, solutions correctives et bonnes pratiques. Et là, en l'occurrence, on a vraiment la vraie illustration entre la différence entre ces deux notions. C'est qu'ici, voilà, on est dans un cas où on a la non-qualité, on cherche à la corriger. Donc, c'est pas toujours optimal, mais on cherche à la corriger. C'est ce qui s'est passé ici. Donc c'est plutôt, voilà, j'ai mon problème, qu'est-ce que je peux faire pour le corriger? Alors que la bonne pratique, c'est dès le départ, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas arriver à cette problématique? Donc c'est juste de rappeler cette nuance dans la clé de lecture des enseignements. On a toujours voilà, les solutions correctives et les bonnes pratiques qui sont deux choses différentes. On enchaîne du coup sur un autre sujet. On revient sur les brasseurs d'air dont on a parlé tout à l'heure, mais là sur une autre notion. Bon, il y a plein de sujets sur les brasseurs d'air, on en a parlé plein de fois du dimensionnement, etc. Là, on a relevé un autre cas de figure qui nous semblait intéressant de relever. Donc, c'est celui de respecter les règles d'intégration de brasseurs d'air, notamment en rénovation. Merci, Samuel. Alors, le constat de non-qualité, c'est qu'ici, on voit bien le brasseur d'air est intégré dans un faux plafond avec plénum, et évidemment sans respecter la distance entre le bout des pales et la paroi verticale qui est inférieure à 50 cm. Donc, dans ce cas, l'espace entre les pales et la paroi verticale ne permet pas une bonne circulation de l'air. Les impacts, c'est un inconfort thermique. La zone d'aspiration du brasseur d'air ne permet pas un bon brassage de l'air. L'origine, c'est une méconnaissance des bonnes pratiques d'implantation des brasseurs d'air et notamment la notion de contrainte du flux d'air en aspiration. C'est aussi le non-respect en tout cas, de la hauteur sous plafond initiale qui est insuffisante et conduit à l'intégration du brasseur d'air dans, dans un espace qui n'est pas euh, optimal. Donc, en référence, on a le guide Brise où les règles de l'art sont expliquées, détaillées pour la bonne pose d'un brasseur d'air. C'est la suivante. Ok, les bonnes pratiques consistent à dimensionner euh, évidemment dans le faux plafond le brasseur d'air, mais avec un espace suffisamment adapté, ce qui permettra une bonne aspiration de l'air et assurer un brassage efficace. C'est aussi vérifier que l'espace est compatible pour recevoir un brasseur d'air. La hauteur sous pale doit être comprise entre 2,20 m et 3 mètres et la distance des pales entre les pales et le plafond doit être supérieure ou égale à 20 cm. Et enfin, vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle particulier, comme un mobilier, une porte, une fenêtre en position ouverte, à moins de 50 cm du bout des pales. On a pris ici cet exemple de bonne pratique euh, pour un cas de rénovation de bâtiment où la hauteur sous plafond qui était insuffisante, donc un encart a été rajouté dans le faux plafond et pour chercher à conserver une capacité d'aspiration de l'air. Le dimensionnement de l'encart aurait pu être encore plus important pour optimiser le flux d'air. Alors ce schéma est très parlant. Alors on voit ici que la hauteur sous plafond doit être minimum de 20 cm entre le faux plafond et le brasseur d'air, et une distance de 50 cm minimum entre le mur et les pales. Bon, en tout cas, les parois verticales, Ouais, pour merci. assurer un brassage de l'air suffisant. Tout à fait. Du coup, j'en profite pour ramener quelques précisions sur cet enseignement, puisque on a parlé sur la slide précédente, on a parlé en référence du guide Brise. Donc, c'est un guide qui a pu être élaboré dans le cadre de Ombré. Donc, c'est un appel à projet qui a répondu à Ombré et qui a permis de faire tout ce travail.
Aujourd'hui, ce cas précis, il n'est pas explicité dans ce guide brise, justement. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Laurent Sehoff qui a travaillé sur le sujet. Et donc, du coup, ça pourra potentiellement faire l'objet d'une fiche complémentaire à ce guide, puisque c'est un cas de figure que nous, alors, on l'a pas vu de manière très, très, très courante, mais on l'a vu sur le terrain. Et ça nous a paru répondre quand même sur notre sujet d'amélioration de l'habitat, donc rénovation, etc. Potentiellement, on se retrouve assez souvent confronté à des hauteurs sous plafond qui ne sont pas suffisantes. Donc ça peut être une solution voilà, d'avoir cet évidement, le petit vide qu'on fait autour du brasseur d'air pour retrouver la dalle, par exemple, si on est sur un faux plafond plénum. Donc ça permet, il y a pas mal d'avantages à ça, hein. Le premier, c'est qu'on peut avoir aussi une fixation directement sur la dalle, qui est plus facile à gérer qu'une fixation sur un plénum, qui est moins stable, etc. Ça va permettre aussi potentiellement gérer un peu d'acoustique, d'avoir des différences comme ça d'altimétrie, etc. Par contre, ce qu'on s'est permis de mettre ici et qui sera on va dire à vérifier ou à consolider, c'est cette valeur supérieure à 50 centimètres. Là, on a pris quelque chose d'assez arbitraire, mais voilà, en fonction si vous avez déjà vu des simulations thermiques dynamiques ou des simulations de vitesse d'air, etc., on voit que bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, le flux d'air, c'est un peu plus arrondi quand même. Et du coup, c'est vrai que cette distance entre les pales et le bord du plénum, ça sera sans doute à étudier un petit peu plus en profondeur. Mais en tout cas, ça nous semblait important de mettre ce sujet sur la table parce il existe et potentiellement, il peut permettre d'ajouter des brasseurs d'air dans des configurations. On n'y a pas pensé parce que de fait, on s'est dit, bah non, on n'a pas la hauteur sous plafond, donc on se pose même pas la question. Et ben en fait, s'il peut y avoir une possibilité, c'est celle-ci. Et attention à voir comment bien le mettre en œuvre pour que l'aspiration se fasse bien et que ce soit efficace. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant de parler de cet enseignement. Du coup, Rudy, je te laisse Oui. la parole sur l'enseignement suivant et on revient sur le sujet de l'eau et notamment en extérieur sur la gestion canalisation des eaux de pluie. Ok, merci Samuel. Donc, dans bien des cas, on a ce constat de non-qualité où les eaux pluviales sont rejetées à proximité du bâtiment sans dispositif de canalisation ou d'infiltration sur la parcelle. Donc, on le voit ici, en fait, on a un dispositif de captation des eaux de pluie de toiture qui est un peu anarchique et rejeté de manière assez proche du bâtiment et s'écoule sur la terrasse et revient en plein de mur. Dans cet autre cas de non-qualité, les eaux pluviales sont rejetées sans dispositif de canalisation ou d'infiltration sur la parcelle. Donc la descente d'eau pluviale n'est pas raccordée à un dispositif adapté. Une gouttière a été posée pour tenter d'éloigner l'eau du bâtiment. Le dispositif est non réglementaire et ne permet pas de répondre aux règles de débit. Les impacts, c'est un engorgement des sols et une fragilisation potentielle de la structure, un sol humide, voire des inondations entraînant des remontées capillaires, une gêne du voisinage en aval pour un terrain en pente. On a eu beaucoup de cas de plaintes justement par rapport à cette non-maîtrise des eaux pluviales entre voisinage et des eaux stagnantes favorisant la prolifération des moustiques et des bactéries. Les origines, c'est l'absence de raccordement des descentes d'eau de pluie aux réseaux d'évacuation ou un autre dispositif, et l'absence de dispositifs de canalisation et d'évacuation des eaux pluviales. Les solutions correctives consistent à installer une canalisation d'un diamètre suffisant et installer un regard de recueil des eaux de pluviales. Les bonnes pratiques, c'est prévoir la mise en œuvre systématique de dispositifs permettant la bonne évacuation des eaux pluviales à distance des pieds de façade avec un dimensionnement prenant en compte les débits liés aux contraintes climatiques. C'est raccorder les évacuations à un réseau privatif collectif, à un puisard, à un bassin d'infiltration avec canal de sédimentation, à un bassin d'orage ou autre aménagement paysager de type nous. Et c'est enfin assurer l'entretien périodique des dispositifs mis en œuvre. La bonne pratique, un exemple, c'est un pied de bâtiment, euh, la toiture, balcon, coursive sont canalisés par un chemin d'eau en pied de façade.
lui-même raccordé au dispositif général d'évacuation des eaux de pluie. Ok, merci pour cet enseignement, Rudy. Et on va passer sur le dernier enseignement. Et alors là, j'ai mis une petite balise parce que c'est un enseignement qui est encore en discussion. On a beaucoup débattu sur ce sujet, mais on a quand même souhaité vous le partager dans la mesure où c'est un vrai questionnement. Donc, par contre, pour nous, avant de sortir un enseignement, en fait, on le fiabilise sur tous les aspects. C'est-à-dire que là, on n'est pas en mesure de dire oui, clairement, c'est une non-qualité. Par contre, ça nous amène un questionnement sur cette stabilité, notamment pour ce sujet-là. Donc pour l'instant, on le laisse en suspens. On a encore des discussions qui sont en cours avec différentes personnes. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui sont présentes dans la salle qui ont été sollicitées pour avoir des avis un petit peu sur ce sujet-là. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Quand on sortira le rapport thématique, soit on aura réussi à conforter clairement le sujet, c'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer oui, c'est une non-qualité parce que voilà, soit on n'est pas capable de le faire et dans ces cas-là, on ne sortira pas pour le moment cet enseignement, puisque l'objectif, hein, c'est de, voilà, d'avoir quelque chose de fiabilisé. Mais là, on est encore à l'étape d'échange, de discussion, hein. D'ailleurs, on y reviendra dans la partie questions-réponses. J'ai vu quelques points qu'on va pouvoir ajouter, nous, dans notre rapport sur des conséquences. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est la même chose. N'hésitez pas à réagir dans la partie questions-réponses sur ce sujet des risques notamment là liés au poteau court. Donc c'est tout ce qui est lié au risque sismique. Et du coup, bah, Rudy, je te laisse prendre la main sur la suite de cette présentation de ce premier enseignement qui est encore à travailler. Ok, merci Samuel. Donc oui, comme le disait Samuel, en fait, nous sommes en milieu insulaire soumis au risque sismique, qui impose aussi en fait qu'on construise non seulement en zone littorale, mais aussi en pente. Et c'est pour ça qu'on retrouve des constructions avec des poteaux courts sur des zones inclinées, pour bénéficier de la vue, mais aussi simplement pour avoir comme on a eu ce terrain à disposition, donc on a construit sur une zone en pente. Cela nous amène à ces constats de non-qualité où on a des poteaux de hauteur inégale et peuvent créer des différences de rigidité importantes. Les origines, c'est ce phénomène qui est lié aux différences de hauteur entre les poteaux, qui crée des variations de comportement sous charge sismique. Les poteaux courts ne se déforment pas assez pour absorber les mouvements, entraînant une rigidité inadaptée aux secousses. Ces poteaux courts sont particulièrement sensibles aux forces sismiques latérales car leur capacité d'absorption des mouvements est limitée tout simplement. Donc on voit ici en fait les poteaux courts constituent en fait des points de fragilité en cas de risque sismique. Ils ne sont pas ou peu flexibles et donc créent des zones de rupture potentielle. Les principaux impacts, c'est la rigidité excessive des poteaux courts qui entraîne une concentration des efforts au niveau de leur base en cas de séisme. Cela augmente le risque de fissuration, voire de rupture, fragilisant ainsi l'ensemble de la structure. Les solutions correctives, pour réduire les contraintes sur les poteaux courts, des systèmes de renforcement comme des entretoises ou des contreventements peuvent être installés. Ces dispositifs stabilisent les poteaux en répartissant les forces latérales, limitant ainsi les risques de rupture. Donc, la bonne pratique consistait à éviter autant que possible l'usage de poteaux courts ou de hauteur inégale dans les constructions en zone sismique. Si cette configuration est nécessaire, il faut prévoir un renforcement systématique des poteaux pour améliorer leur capacité de déformation. On voit ici, en dessous du poteau, un dispositif de renforcement pour éviter cette fragilisation. Ok, voilà. Donc, je vois qu'il y a quelques petites remarques sur ce sujet. Donc, oui, clairement, les notions de cisaillement, etc. Donc, c'était vraiment des sujets qu'on va reprendre avec des experts voilà, pour fiabiliser cet enseignement-là. Donc là, on arrive au bout des 12 enseignements. Juste avant de passer sur la partie questions-réponses, donc vous pouvez poser vos questions ou vos remarques dans la conversation et moi je ferai le relais
auprès de Rudy, de Lauriane et Lauraline. Et du coup, je remercie encore une fois donc, les contributrices, ce qu'on appelle les contributrices dans notre jargon du Rex BP, que sont Lauriane et puis Lauraline. Donc, ils vont vraiment participer à plusieurs reprises sur plusieurs réunions. On a avancé étape par étape pour faire le choix des enseignements, puisqu'on avait dans cette base de données, on avait beaucoup d'enseignements. Ce que j'ai dit, on n'est pas exhaustif, encore une fois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des sujets qui avaient déjà été traités par le passé. On avait déjà abordé pas mal de sujets qu'on retrouve, qu'on a retrouvé dans la campagne de visite menée par Kebati. Et vous retrouverez en introduction en fait des sujets qu'on n'a pas traités sous forme d'enseignement, mais qui sont importants et qu'on aurait souhaité traiter, mais le sujet était déjà traité par ailleurs, donc on vous renvoie vers l'enseignement qui est adéquat. L'objectif, c'était d'amener de la nouvelle ressource, encore une fois, sur des nouvelles non-qualités observées ou des petites subtilités, on va dire. Mais en tout cas, la partie introductive du rapport thématique servira à ça, à dire, bah voilà, on a vu aussi sur le terrain d'autres choses. Vous retrouverez des enseignements sur différents livrables, on les reflèche et voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Mais là, en l'occurrence, on est voilà, sur du one-shot. On veut montrer voilà, 12 enseignements qu'on a choisis. Le 12e, en l'occurrence, on sait qu'il faut qu'on en parle. On n'est pas encore complètement fiabilisé. On sait que ça viendra. Du coup, j'en profite aussi pour refaire un petit tour dans la conversation ou de prendre les remarques de Lauriane ou Lauraline si vous en avez déjà à chaud comme ça. Peut-être que vous avez vu des choses dans la conversation passée. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Donc oui, j'avais dans la conversation, il y avait quand on a parlé de l'usage des brasseurs d'air avec la climatisation, que ça permettait d'augmenter la consigne de la climatisation, donc finalement d'avoir une température moins froide. Je vois qu'il y a une personne qui dit, bah oui, en plus, monter la température de clim réduit les désordres bâtimentaires des nombreux lieux recours à la climatisation. Je pense que notamment, oui, bah, plus on a une clim avec une consigne basse et plus on a des risques de condensation, notamment. Donc ça, c'est un enseignement qu'on avait traité aussi de mémoire, c'était sur un rapport thématique en Guyane. Mais c'est pas le seul. Donc des Mhm. condensations sur des parois non isolées, par exemple, donc avec un différentiel de température extérieur-intérieur important, avec une humidité importante, et de la condensation à l'extérieur des murs, donc du développement de moisissure, etc., à l'extérieur des murs, sur la partie chaude et humide. On avait aussi sur des vitrages aussi de la condensation parce que la clim soit avait cette consigne trop basse, ou alors le flux de la clim qui donnait directement sur une paroi en contact avec avec un environnement chaud et humide à l'extérieur. Et donc on avait de la condensation et de la dégradation de la menuiserie très, très prématurée. Donc ça, c'est une remarque oui, qu'on retrouve et qu'on a traité ce sujet-là, on l'a traité. Donc c'est vrai, on pourra rajouter ce petit complément dans notre rapport aussi. Je ne sais pas si vous avez vu autre chose passer. Ouais, moi, sur les thermosiphons, je ne sais plus qui a fait Catherine qui a fait remarquer qu'effectivement, le positionnement en toiture, il y avait aussi un sujet sur. En fait, on vient mettre de la masse finalement sur une toiture et effectivement, en zone sismique, c'est aussi à prendre en compte. Ça aurait pu faire l'objet d'un enseignement. Dans le sens où on vient rajouter de la masse sur la toiture et forcément ça fragilise la structure. Donc voilà. Donc, Ok. elle a dit, le réservoir d'eau en toiture est aussi un problème en cas de séisme. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, on pourra rajouter dans les impacts, notamment, on pourra le rajouter. On l'avait pas mis, on n'avait pas mis. Oui, c'est ça, là, c'est l'effet des vagues qu'on n'a pas mis non plus. Il n'y a pas que le côté sismique. Ok. Ah oui, pour les brasseurs d'air, il faut pas oublier l'aspect non négligeable que, ben, en fait, ça permet tout simplement de chasser les moustiques. Donc, apporter de la fraîcheur, c'est bien, mais aussi chasser les moustiques, et donc ça apporte encore du confort à la zone d'habitation. Donc ça, le sujet des brasseurs d'air, il est travaillé en long, en large et en travers aussi dans le centre de ressources Pergola dont j'ai parlé en début de présentation. Vous avez un onglet brasseurs d'air, vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources. Les dernières ressources qui sont sorties sur le sujet, notamment c'est le calepin d'autocontrôle sur les brasseurs d'air, donc qui est adapté en fonction des typologies de brasseurs d'air, si on est en industriel, si on est en logement collectif, etc., en fonction des dimensionnements, en fonction des secteurs géographiques aussi, on peut avoir quelques différences.
Donc ça, c'est les dernières ressources qui ont été mises à disposition sur Pergola avec Alpin d'autocontrôle et les fiches de réception, les PV de réception. Donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources qui ont été travaillées avec les experts du sujet. Donc voilà, c'est des choses qui sont fiabilisées à chaque fois en termes de contenu. Quand c'est publié, c'est que c'est fiabilisé. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois qu'on a fait le tour de la conversation. Et du coup, bah, il me reste à vous remercier d'avoir participé. Et puis, eh ben, nous, on se charge de finaliser le travail et de pouvoir vous mettre à disposition le rapport thématique très rapidement. Donc, bah, merci encore Rudy, Lauraline et Lauriane. Et puis, à bientôt. La Merci. prochaine webconférence, ce sera certainement pour le territoire Guyane. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Très bien, merci. Au revoir.